Alors, sommairement, aujourd'hui, je vais vous présenter nos conférenciers. La conférence devrait durer de 20 à 30 minutes. Il y aura une période de questions pour ceux qui auront identifié au fur et à mesure là, des questions spécifiques et on aura un petit mot de la fin. Alors, pour la prochaine demi-heure, donc, je vous invite à profiter pleinement de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente Jean-François Maillet, Sylvain Fortier et Loïc Pravaz. Alors, Jean-François Maillet est associé stratège marketing depuis plus de 20 ans. Il possède une solide expertise et divers aspects de la planification pour des communications marketing. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un BAA en marketing. Alors, Jean-François a fait du marketing de contenu vidéo, c'est sa spécialité. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Jean-François. Également, je vous présente Sylvain Fortier. Attendez, on va mettre les vidéos en même temps, un petit spotlight. Voilà, c'est plus agréable comme ça, n'est-ce pas? Alors, Sylvain Fortier, il est associé directeur photo et il est celui qui va nous guider afin d'obtenir le bon angle. Alors, c'est un bon clin d'œil à ce niveau-là. Il met à profit l'ensemble de son expertise, également de 20 ans. Alors, je crois qu'avec les barbes de nos messieurs, on le voit qu'ils ont de l'expertise, effectivement. Et que ce soit en photo ou en vidéo, et pour offrir un service professionnel et personnalisé. On sait qu'au-delà de l'image se trouve l'émotion qui nous inspire et qui nous passionne. Bienvenue chez nous, Sylvain Fortier. Alors, ben oui. Et on a également M. Loïc Pravaz qui est avec nous aujourd'hui, associé et directeur photo. Il est celui qui nous... pardon, excusez, je ne veux pas dire de bêtises. Loïc Pravaz a 10 ans d'expérience, de savoir et de connaissance du marché. Il est certifié Google. Alors, Loïc est un spécialiste de la photographie en mode de visite virtuelle 360, quelque chose qu'on voit beaucoup depuis quelques temps. Il permet aux internautes donc de découvrir des lieux qui sont moins accessibles au public, surtout en ces temps de distanciation dû à la COVID-19. Alors, je crois que c'est définitivement à propos. Bonjour et bienvenue, Loïc Pravaz, chez nous à la chambre. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole. Je crois que c'était Jean-François qui allait être notre télésino maître et Sylvain démarrer. Alors, messieurs, est-ce que vous avez accès présentement au partage d'écran? Non. Alors, je vais vous l'offrir, voilà, ici. Alors, voilà, je vous invite donc à accéder. Est-ce que vous le voyez présentement? Oui, excellent. Bonne rencontre, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout le monde voit bien la présentation. Excellent. Donc, alors, le marketing numérique virtuel, une réponse aux mesures de distanciation, sujet très en vogue. Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, qu'est-ce que cette définition du marketing numérique virtuel dans ce contexte? Alors, c'est certain que les bouleversements que nous vivons nous ont amenés à revoir nos pratiques marketing et à les adapter afin de contrer la distanciation. Même si ces mesures-là de distanciation s'assouplissent, nous ne reviendrons pas à moyen terme là, dans des rassemblements comme on pouvait avoir auparavant. Que ce soit à cause d'une loi gouvernementale qui nous l'oblige, mais une des principales raisons, ça sera vraiment le comportement des gens qui ne voudront plus se rassembler dans des grands rassemblements. Donc, c'est pour ça qu'on doit absolument s'adapter. Donc, l'objectif du marketing numérique virtuel, c'est vraiment de rendre l'interaction en personne le plus près de ce qui était, les interactions avant cette contrainte-là. Donc, on doit vraiment adapter nos façons de faire et la rendre la plus près de ce qu'on pouvait retrouver auparavant. Donc, ces nouvelles pratiques doivent s'accompagner naturellement d'innovation et de possibilités afin d'augmenter l'efficacité de nos communications. Alors, je pense que c'est un bon moment en ce moment pour repenser nos communications. Plusieurs personnes, plusieurs entreprises me mentionnaient que ça faisait plus de 20 ans ou 15 ans qu'ils faisaient exactement le même événement à chaque année. Ils ne se cassaient pas la tête, c'était un succès à chaque année. Alors là, c'est une occasion unique de se réinventer et d'améliorer ces communications-là et d'essayer d'être encore plus performant. Alors, naturellement, dans ce contexte-là, la vidéo va prendre vraiment une importance encore
plus grande dans nos approches marketing, vous le comprendrez assez aisément, là, comme on ne peut pas être en personne, donc la vidéo prend la relève. Donc, le mot-clé, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment l'interaction. Donc, c'est vraiment là-dessus sur lequel il faut focusser. Alors, on a élaboré une approche là, en plusieurs phases qui nous permet justement de bien structurer cette approche de marketing virtuel. On le fait en plusieurs phases, je vous les mentionne. Donc, je vais juste passer ça ici, parfait. Donc, la phase 1, c'est vraiment de développer un concept interactif qui permet la meilleure interaction possible, qu'elle soit individuelle, en petits groupes ou public. Donc, je m'explique, c'est sûr qu'on peut avoir des interactions un à un, ce qui est extrêmement important, en petits groupes, comme on est en ce moment, ou public, donc qu'on soit en live. Alors, ce sont tous des approches un peu différentes qu'on doit adopter à ce moment-là. Donc, il faut vraiment les développer. Je vais venir ici. Il faut également déterminer en phase 2, oui. Donc, en phase 2, mettre en place la plateforme d'animation virtuelle choisie. J'ai marqué la plateforme, mais c'est fort probablement un ensemble de plateformes virtuelles qu'on va choisir d'animation. Ici, en ce moment, on est en Zoom, mais quand on parle d'un événement, fort probablement qu'on aurait une formule hybride où on va utiliser plusieurs plateformes dépendamment des objectifs qui sont rencontrés. Donc, il faut quand même bien mettre en place ces outils-là. Il faut également produire les supports vidéo de présentation de votre événement. Donc, les interactions sont intéressantes, mais ça va nous prendre des appuis. Alors, ces appuis-là se retrouvent essentiellement en vidéo où on doit préparer d'avance. Produire également une visite virtuelle 360 degrés. Dans plusieurs cas, et Loïc va pouvoir vous en parler, ça ajoute énormément de pertinence et ça ajoute énormément d'interactivité avec les gens. Déterminer la stratégie numérique aussi pour la recherche d'interlocuteurs. Alors, on doit, je parlais on doit se re-questionner sur nos communications. Alors là, on doit aussi refaire tout un travail puisque de rencontrer des gens en personne versus en virtuel, il y a un exercice qui est différent. Donc, on a aussi des moyens qui vont nous permettre, avec notre stratégie numérique, de pouvoir aller chercher des interlocuteurs et fort probablement d'agrandir notre rayon d'action, le nombre de leads qualifiés qu'on pouvait avoir auparavant. Alors là, ça, c'est une belle opportunité. Autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est toute l'automatisation de la gestion des inscriptions. Alors ça, c'est un élément fort important. Alors, toutes les inscriptions à l'événement, ainsi que toutes les infolettres de suivi pour que les gens puissent se rendre. Autant la facilité d'être en virtuel, on dit, bah oui, on a juste à aller sur l'ordinateur, mais en même temps, on a plein d'éléments qui peut nous empêcher d'y être. Donc, il faut faire plusieurs rappels. Donc, de programmer, d'automatiser tout ce système-là, je pense que c'est un must là, pour avoir du succès. Il faut également développer un microsite présentant votre événement virtuel. Donc, il faut vraiment avoir une plateforme où les gens se sentent accueillis et où toute l'information sera au même endroit. Alors, je vous montrerai des exemples tantôt là, de clients là, qui ont utilisé ce genre de microsite-là. Naturellement, lorsque tout est déployé, un élément fort important, c'est l'évaluation de la performance. Alors, on dit toujours que quand on fait des événements, hein, il y a des points extrêmement positifs qui ressortent. Il faut bien les identifier, mais il y a des embûches aussi qu'on rencontre. Alors, on dit souvent, on a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de le faire deux fois. Donc, alors ces évaluations-là de la performance, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, c'est extrêmement important de le faire après l'événement. Donc, différentes approches pour y arriver, c'est ce qu'on va vous jaser aujourd'hui. Alors, la vidéoconférence, alors je pense que vous êtes assez familier, c'est ce qu'on utilise en ce moment. La diffusion en direct, la vidéo, visite virtuelle 360 degrés, on va faire le tour de tous ces éléments-là.
Alors, la première, la vidéoconférence, donc celle que vous connaissez le mieux. On a tous à peu près été, entre guillemets, obligés de s'adapter et de devenir des maîtres dans cette approche. Donc, naturellement, permet des échanges entre plusieurs personnes. L'organisateur de l'événement peut paramétrer le niveau d'échange alors qu'on se voit tous en même temps ou simplement comme en ce moment où il y a un animateur qui anime la discussion et que les autres sont en sourdine. Un enregistrement peut être fait pour une diffusion sur les réseaux sociaux de votre site web. Ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Et peut être combiné avec Facebook Live. Alors, plusieurs ne sont peut-être pas au courant, mais lorsqu'on fait un Zoom, un Teams ou autre, on peut créer ces plateformes-là, on peut échanger, mais on peut également, en même temps, l'échanger sur Facebook Live. Alors, il y a une façon de programmer le tout, donc ça peut devenir justement une forme hybride où il y a des échanges entre personnes, mais que le grand public aussi peut y participer. Les différents outils virtuels à votre portée, bon, vous en connaissez plusieurs, j'en ai nommé que quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Zoom, Teams de Microsoft, Google Meet, WhatsApp, BlueJeans, il y en a beaucoup. À vous de voir ceux qui sont les plus adaptés pour votre présentation. Donc, des exemples inspirants. Alors, je vous en parle d'un, les portes ouvertes du Collège citoyen. Alors, je me permets d'aller sur le site web pour qu'on puisse voir un peu à quoi ressemblait tout ça. Alors, pourquoi je vous le présente? C'est pour voir un peu toutes les amalgames, toute la mode hybride, là, tous les éléments qu'on a ajoutés pour rendre justement cet événement-là le plus interactif possible avec différentes applications. Donc ici, on commençait avec la porte ouverte virtuelle, qui est un microsite qui est à l'intérieur d'un sous-domaine, dans le fond, de leur site web, où commence la visite avec une vidéo de présentation de la directrice générale qui nous explique, dans le fond, comment va se dérouler la visite virtuelle. Alors, vidéo ici. Et par la suite, débute notre visite par une visite de 360 degrés où on a voulu l'agrémenter d'un concours. Alors, vous avez la visite ici en 360 degrés qu'on peut visiter, mais on a ajouté un concours à l'intérieur où les gens devaient rechercher des lettres qui formaient un mot et tout ça permettrait de gagner un prix. Alors, vous voyez ici le formulaire. Simplement vous dire que dans ce contexte-là, plus de 35% des gens ont participé au concours pour gagner ce prix-là. Donc, ça a vraiment incité les gens à visiter, à se promener ici dans un collège privé au niveau secondaire. Alors, ça a permis vraiment cette interaction-là. D'autres éléments, par la suite, les gens étaient invités de rentrer dans différentes chambres en fonction des intérêts. Donc, on voit ici là, tous les différents sujets là, qui étaient à l'ordre du jour. Je vous en mets un qui était leur parcours, les différents parcours. Donc, ici, un bon exemple. Alors, le parcours Azimut proposait alors deux façons de mieux connaître le parcours. Donc, dans un, il y avait un Facebook Live ici qui roulait pendant 3 heures de temps, animé par des enseignants. Alors, on voit ici les 2 enseignants là, qui étaient disponibles pour la présentation. Donc, présentation et sur le chat, les gens pouvaient à ce moment-là poser leurs questions. Du côté droit, une vidéo qui présentait le programme et différentes informations complémentaires qui redonnaient des accès vers le site Internet. Donc, vous voyez vraiment un élément assez complet. Dans d'autres sections, pour d'autres programmes, alors la formule était un peu différente. Alors là, on invitait les gens plutôt vers un Zoom quand c'était des questions beaucoup plus personnelles. Alors, vous voyez, je pense que c'était une information, un exemple qui est assez intéressant là, pour comprendre un peu tout le mode virtuel, comment on a dû adapter tout ça. Naturellement, ce collège-là accueillait
lors de son événement à peu près 1000 personnes. Lors de l'événement virtuel, ils ont accueilli à peu près le même nombre de gens. Alors, il y a 1000 personnes qui se sont présentées. Alors, c'est 1000 écrans. Alors, on suppose que plusieurs étaient plus d'un à l'écran, puisque c'est papa, maman avec probablement les enfants là, qui étaient à l'intérieur. Et une recherche de lead là, qui a vraiment explosé et qui a pu avoir des suivis par la suite là, pour continuer l'échange et justement de générer des ventes. Je vous donne un dernier exemple, le Palais des Congrès de Montréal, qu'ils ont intégré à l'intérieur même du Palais des Congrès un studio d'enregistrement afin de faire sur place là, vraiment un échange et de rendre l'événement hybride. Donc, pour les prochains événements qui vont avoir lieu au Palais des Congrès, alors il y aura des gens sur place. Naturellement, la configuration a changé énormément pour la distanciation, mais le mode hybride, donc avec studio d'enregistrement en live qui sera sur place. Alors, on voit là, vraiment que toutes les industries là, commencent à s'adapter pour avoir le mode hybride. Alors, on sent qu'on s'en vient vers de la présence, mais pas totalement. Donc, le mode hybride devient vraiment essentiel à ce niveau-là. Alors, voilà. Une autre approche, les directs puis le mode hybride en vidéo. Je vais laisser Sylvain poursuivre là, sur ces approches-là. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Donc, évidemment, je vais élaborer un petit peu sur les différentes approches. Deux types d'approches. Donc, le direct, le live, qu'on est plus habitué d'utiliser comme terme, là. Mais en français, on dit en direct. On prépare un direct. Et le mode hybride vidéo, direct et vidéo, un petit peu plus standard. Juste avant de commencer, moi, j'aime bien vous parler toujours d'un petit peu de chiffres de performance. Des chiffres que j'ai trouvés récemment, évidemment, sur Internet. Donc, juste en 2021, pour vous donner une idée, il y aura 82 du trafic Internet qui sera présenté par la vidéo. Donc, c'est de plus en plus populaire, évidemment, que ce soit live ou mode hybride ou carrément vidéo. Donc, 92 des utilisateurs en ce moment regardent des vidéos sur leur mobile. 97 des professionnels du marketing disent que la vidéo aide les utilisateurs à avoir une meilleure compréhension de leurs produits et services. Donc, c'est des chiffres qui parlent quand même beaucoup. 64 des consommateurs vont réaliser un achat après avoir vu une vidéo de marque sur les médias sociaux. J'en ai plein, mais juste pour terminer avec les statistiques, 100 millions d'utilisateurs ont participé à Facebook Live dans la dernière année. Donc, plus de 2 milliards ont regardé des vidéos en direct sur Facebook. Donc, je pense que la vidéo, en général, prend beaucoup de place maintenant dans la stratégie marketing. Donc, ce n'est pas du tout à ignorer. Je ne sais pas si tu veux passer à la prochaine acétate, Jean-François. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, puis je vais vous donner aussi quelques exemples de différentes méthodes utilisées. Si on parle de la vidéo en direct, bien, en direct, ça l'explique, hein, c'est des vidéos qu'on fait live. Ça peut être fait de façon personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez le faire maison avec vos téléphones, avec votre webcam d'ordinateur, que vous le faites là, ou ça peut être avec des caméras vidéo carrément. Donc, juste pour aussi, il y a les deux principaux services de retransmission. On parle de YouTube et Facebook en général. Je vous explique un petit peu en détail aussi comment on peut en faire soi-même, puis les avantages aussi d'utiliser certaines technologies caméra avec des équipements professionnels. Évidemment, la mode hybride vidéo direct, Jean-François l'a expliqué un petit peu tantôt. On a une portion qui est en live, puis on a une portion qui est en vidéo qu'on a tournée au préalable et puis que ça peut servir de vidéo de présentation, entre autres. Alors, comment ça fonctionne? C'est facile. Hein? Les lives, vous en avez toujours fait. On en fait surtout depuis 4 mois, on en voit beaucoup. On en fait avec des téléphones, on les fait avec nos ordinateurs. Je vais vous donner quelques petits trucs et astuces.
Mon premier truc, évidemment, en tant que professionnel de la vidéo, je vous dirais, si vous avez le budget, évidemment, tout est une question de budget dans nos efforts marketing. Si vous avez le budget, bien, vous travaillez avec une équipe de professionnels parce que vous allez pouvoir accéder à toutes sortes de technologies, aussi d'équipements un petit peu plus élaborés. Mais si le budget n'est pas là, évidemment, on peut carrément utiliser un téléphone, votre ordinateur ou même une caméra que vous achetez pour vous. Quelques petits trucs et astuces pour faire vos lives maison. Je vous dirais, premièrement, si vous le faites avec votre ordinateur, de soulever votre ordinateur, c'est des trucs de base, là. On le voit souvent dans les Zooms comme on fait aujourd'hui. On a toutes sortes de méthodes. Moi, je mets mon ordinateur sur un dictionnaire pour ne pas être comme ça. C'est moins désagréable pour l'auditoire. On peut mettre l'auteur, beaucoup d'éclairage. Moi, évidemment, je suis dans la vidéo, fait que j'ai mis une espèce de grosse lumière en avant de moi pour bien m'éclairer. Puis, je me suis créé un petit décor derrière. J'essaie d'épurer les décors. Donc, pas trop de trucs personnels. Comme on peut voir, Jean-François est dans son bureau. Il a pris soin de faire un beau ménage avant. Moi, j'ai pris soin. Bon, mon bureau est assez standard, donc j'ai mis une affiche de ma compagnie. Je me suis dit, tant qu'à y être, on fait un petit peu de visibilité en même temps. Alors, l'éclairage, le son, moi, en ce moment, j'utilise le son de mon ordinateur parce que j'ai un ordinateur très récent. Il se vend des petits micros aussi si on trouve que notre son est un petit peu écho. Et puis, pour remédier à un son médiocre, on choisit une pièce aussi. Notre pièce la plus petite. Moi, je suis dans un petit bureau, mais si vous avez une grande salle, ça peut créer de l'écho. Donc, choisissez une petite pièce dans laquelle il n'y a pas trop d'écho. Ça l'aide beaucoup. Le décor, je l'ai dit tantôt. Et si vous l'utilisez aussi, faites vos lives avec vos téléphones. Tu sais, des fois, on est sur un événement, puis on veut créer un live ou un direct. Il faut utiliser le terme français, désolé. On veut faire un direct avec notre téléphone. Je vois souvent des gens qui l'utilisent à la verticale. On filme à l'horizontale. Toujours, petit truc, parce qu'on n'écoute pas la télé à la verticale. On écoute la télé à l'horizontale. C'est moins achalant pour les gens qui l'écoutent. Deux, trois petits exemples de live direct. On disait que ça créait beaucoup, beaucoup d'engagement. Hein? La vidéo, ça crée un lien de proximité là, avec vos auditeurs. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent sur Facebook. François Lambert, qui est un ex-dragon, que maintenant, je pense qu'il est devenu agriculteur ou bien des choses en même temps, là, mais il fait du miel, il fait du sirop d'érable. Bon, François Lambert fait une espèce de vidéo virtuelle, un live le matin, puis il en fait un aussi le soir. Je pense que ça s'appelle Prendre un café avec François le matin. Je l'écoute assez régulièrement. Pas que j'aime le personnage particulièrement, mais il fait carrément à tous les matins à 5h30, je crois qu'il commence son live. Il décrit un petit peu sa journée, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont livrer. Aujourd'hui, ils font du popcorn au sirop d'érable. Et évidemment, on s'attache à la compagnie et on a le goût d'en savoir plus. Fait que ça crée vraiment un lien très, très de proximité là, avec la compagnie. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Et puis, si je ne sais pas si tu peux passer à l'autre slide, Jean-François. Oui. Deux petits exemples inspirants. Dans le cas du collège, du primaire au secondaire, le premier icône que vous voyez, Jean-François va vous le mettre à l'écran. Donc, du primaire au secondaire, en fait, c'est une web série corporative que moi j'appelle, les Européens vont appeler ça une web TV. Donc, les gens qui sont derrière du primaire au secondaire, en fait, le client, c'est le collège Le Temple. Eux ont décidé de carrément créer des émissions. Donc, on est carrément ils ont carrément opté pour une stratégie de contenu vidéo. Donc, c'est carrément des émissions qui répondent à des besoins que les parents ont. Dans le fond, c'est des émissions qui sont du passage du primaire au secondaire, donc le titre le dit bien. Tous les sujets qui peuvent intéresser les parents ou qui ont des questionnements, on traite ça par émission. C'est des émissions d'à peu près 8 minutes, qui est un format idéal là, pour ce genre de stratégie-là. Donc, on peut parler, par exemple, d'un sujet, le stress de la rentrée, le choix d'une école, la technologie à l'école. Donc, c'est des émissions, je pense qu'on en a fait 4, Jean-François, si je ne me trompe pas, par année. Exact.
Et ça a créé beaucoup d'achalandage. Évidemment, il y a toutes sortes aussi. On a créé un site web là, qui accompagne ça et les vidéos sont hébergées là-dessus. Donc, les gens sont invités à écouter des émissions et ils ont accès aussi également à toutes sortes d'informations en PDF qu'ils peuvent télécharger. Et évidemment, la stratégie derrière ça, c'est carrément de créer une banque de leads pour les futurs élèves qui vont choisir une école dans le futur. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Dans l'autre cas, j'ai un exemple de PédagoFest. Ça, c'est une cliente qui crée un congrès annuel depuis plusieurs années sur l'éducation, la littératie. Donc, c'est un congrès qui existe depuis 4 ans, je crois. Et la clientèle, c'est des enseignants, enseignantes partout du Québec qui se rendent l'année passée, c'était au Palace. Donc, sur 2 jours, ils ont des conférenciers, des ateliers. Et donc, cette année, on s'entend que ça n'aura pas lieu en présence. Donc, on va le faire en virtuel. Là, on va faire vraiment de la web diffusion. Donc, on va être là avec toute une équipe, probablement 4 caméras. Et chaque conférencier va pouvoir donner sa conférence en direct. Et ça l'a permis à la cliente de ne pas annuler son congrès. Et ces 400 participants ont resté abonnés à l'événement. Donc, l'avantage d'engager une firme professionnelle, bien évidemment, on va rendre ça très, très interactif par le fait d'avoir beaucoup d'équipements professionnels sur place, donc une caméra en gros plan sur le conférencier. Après ça, on peut projeter des acétates, un PowerPoint, donner des liens. Alors, toute cette technologie-là va être installée. Puis on va pouvoir passer d'une caméra à l'autre et puis comme ça, bien, les gens assistent directement de chez eux. Alors voilà, faites le tour un petit peu des différentes approches technologiques. Évidemment, on va prendre des questions tantôt là, sur les différents trucs que je vous ai donnés. Là. Je les ai dit un peu rapidement, mais je pourrais vous élaborer un petit peu plus tantôt. Donc, on va y aller maintenant avec Loïc là, sur les différentes approches avec la visite virtuelle 360 degrés. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Alors, la visite virtuelle, on a tendance à penser qu'on s'adresse à quelque chose de un petit peu de super technologique qui est peut-être inaccessible et qui est réservé peut-être à une espèce d'élite marketing. En réalité, grâce ou à cause de Google, aujourd'hui, la visite virtuelle, c'est quelque chose qui est très démocratique et qui est utilisé par beaucoup d'entreprises. Et quand je dis beaucoup d'entreprises, je vous parle de votre boulangerie locale, je vous parle de votre coiffeur, ça peut être aussi l'épicerie qui vend des produits un petit peu de luxe, ou ça peut être aussi la grosse entreprise industrielle qui veut montrer un petit peu leur force de frappe. Évidemment, quand on travaille dans le tourisme, on ne peut pas s'en passer aussi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir que les réseaux sociaux et puis les moteurs de recherche consomment de plus en plus d'images. Ça, on le sait, on est toujours confronté à des images, peu importe ce qu'on fait et peu importe où on va. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour se démarquer sur ce type de plateforme. Alors, quand un client ou un prospect recherche un service en particulier, il va avoir 2 options environ. La première option, ça va être de demander aux gens qui connaissent s'ils ont des références à lui donner. La deuxième option, ça va être Google. Dans tous les cas, ça termine plus ou moins sur Google. Donc, à partir de là, moi, ce que je vous conseille de faire, un exercice pratique, allez faire un petit tour sur la fiche Google de votre concurrent et regardez comment elle est faite. De là, vous avez 2 choses. La première chose, c'est savoir si vous avez un vide à combler en termes de multimédia, en termes de marketing. Est-ce que vous avez des belles photos? Est-ce que vos photos sont meilleures que les siennes? Est-ce que vous avez une visite virtuelle? Est-ce que vous avez une vidéo de présentation? Si la réponse est oui à toutes ces questions, vous avez une étape d'avance sur votre client. Si la réponse est sur votre concurrent, pardon, si la réponse est non, alors ça veut dire qu'il est temps de réagir. Et la visite virtuelle, c'est une bonne manière de montrer que vous êtes une entreprise sérieuse, que vous êtes digne de confiance
Et c'est une bonne manière, évidemment, de générer de l'intérêt. Il y a des études qui montrent que lorsque vous avez une fiche Google qui est bien faite, vous avez 94% de chances en plus d'être considéré comme étant digne de confiance. Ça veut dire que c'est ça qui va faire que vous allez être visité en premier. Et c'est ça qui fait que vous allez être choisi en premier. Donc, la question, c'est de savoir si vous voulez être visité en premier. Donc, le client, depuis chez lui, il est capable de rentrer chez vous et de savoir si le produit ou le service que vous offrez lui convient. Donc, dans les deux cas, s'il décide de vous qualifier comme étant son fournisseur, c'est gagnant pour vous. S'il décide de choisir autre chose, c'est aussi gagnant pour vous parce que vous avez évité un client qui va vous poser des questions, vous faire perdre du temps, perdre le sien et finalement pas être satisfait de la réponse qu'il obtient. Donc la visite virtuelle, si vous voulez, c'est une manière de briller sur Google, c'est une manière de vous démarquer. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est quasiment devenu un standard à cause de Google. Donc les entreprises qui accueillent du public chez eux ou les entreprises qui ont un message à faire passer, si elles n'ont pas leur visite virtuelle sur Google Street View, elles ont beaucoup de chances de passer en deuxième lieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième approche par rapport à la visite virtuelle, Jean-François, si tu peux passer à la deuxième acétate, s'il te plaît, c'est la visite virtuelle améliorée. Alors, la visite virtuelle améliorée, on parle de quelque chose d'assez intéressant parce qu'on prend le standard de visite virtuelle de Google sur lequel on peut ajouter des informations. Donc, si ça ne te dérange pas, Jean-François, d'aller faire un petit tour sur la visite virtuelle qu'on a fait pour le collège Laurentien. Là, c'est une visite virtuelle qu'on a fait pour un établissement de formation. Vous voyez, ça commence directement dans les airs. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. On est ludique et on peut commencer à montrer un petit peu l'intérêt du site sur lequel le collège est mis. Là, on montre tout de suite, voilà l'environnement dans lequel vous allez être reçu. Ensuite, en cliquant sur les différents liens, on peut déjà accéder à la visite virtuelle et puis aller dans différents endroits du collège sans être obligé de passer par toutes les étapes de la visite virtuelle. Donc là, on ajoute une étape qui est un peu plus ludique, qui permet d'avoir un peu plus d'efficacité et qui permet au client de savoir exactement où est-ce qu'il va se retrouver. Encore une fois, ça permet de mettre en relation le bon client avec le bon fournisseur. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre parce que si vous avez un client qui se déplace dans vos locaux pour savoir qu'au final, ce n'est pas la prestation qu'il recherche, ça fait deux personnes qui sont mécontentes. D'abord, le client parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait et deuxièmement, le fournisseur parce qu'il sent qu'il a perdu une occasion de faire du business. Alors que, en fait, l'occasion n'était pas là, mais grâce à la visite virtuelle, le client, d'abord, c'est une visite interactive, donc il a un rôle à jouer dans cet outil marketing, parce qu'avec toutes les sollicitations qu'on a aujourd'hui, l'attention du client en ligne, elle est très difficile à garder. Donc, avec une visite virtuelle, il n'est pas dans un rôle passif, il est dans un rôle actif, il va chercher l'information qu'il veut et il sait exactement à quoi s'en tenir pour la suite de la transaction ou pour la suite du projet qu'il avait. Voilà. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'être capable de se démarquer en montrant le produit tel qu'il est, en montrant la philosophie de l'entreprise et puis aussi en étant capable d'aller une étape plus loin en termes d'abord d'information et en termes de qualité. C'est bon. Alors, Loïc, je crois que tu voulais montrer aussi un autre exemple avec la galerie d'art. Si vous cherchez par exemple une galerie d'art dans le Vieux-Montréal, la galerie Peter Hart, là on revient sur Google. Quand vous cliquez sur afficher les photos à droite là où vous avez les photos, vous pouvez voir que la galerie Peter Hart elle a des photos qui sont à la fois des photos qui ont été mises par les utilisateurs et qui sont d'une qualité relativement questionnable, mais il y a aussi des photos qui ont été faites par un professionnel et une visite virtuelle qui a été faite par un professionnel. Donc là, on peut vraiment voir tout le potentiel de l'espace en tant que galerie. Et puis évidemment, on voit aussi que les tableaux sont magnifiques, qui sont mis dans leur contexte et qui sont mis en valeur de la manière dont ils doivent être mis en valeur. Parce que l'intérêt de recevoir un professionnel de l'image dans votre entreprise
pour vous aider, c'est être capable de traduire votre vision en images de qualité. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. On ne parle pas juste du matériel, mais aussi être capable de communiquer grâce à l'image. Ça veut dire être capable de connaître les différents codes qui sont reliés à l'image. Là, par exemple, Jean-François, il vient de sortir de la galerie pour montrer qu'elle est pile en face du marché Bon Secours, et donc dans un endroit qui est quand même très intéressant en termes touristiques, en termes historiques aussi pour le client. Donc quand il va à la galerie Peter Hart, il ne va pas juste voir de l'art, il va aussi se promener dans le Vieux-Montréal. On sait tous à quel point c'est agréable, malgré les travaux qui peuvent avoir lieu en ce moment dans ce secteur. Voilà. Excellent, Loïc. Belle présentation. Merci. Donc, dans quel contexte on utilise ces approches-là? Je pense qu'on a montré plusieurs exemples. Qu'on soit en mode 100% virtuel ou hybride avec une certaine présence, on peut retrouver là, vraiment ces approches-là dans des portes ouvertes, des lancements de produits, dévoilements d'entreprises, ou, comme on a pu voir pour du primaire au secondaire, là, vraiment dans une stratégie de recherche de clients potentiels avec du marketing de contenu vidéo. Alors, toutes ces approches-là peuvent être utilisées. Et naturellement, cette stratégie-là, elle a un objectif clair, c'est naturellement la recherche de clients potentiels qualifiés au moyen de la meilleure interaction. Alors, c'est pour ça qu'on vous a présenté aujourd'hui différentes solutions, différentes approches qui permettent de développer la meilleure stratégie. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. On est là pour les questions, mais si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, je vous invite à communiquer avec nous. Vous pouvez directement sur notre site web communiquer avec nous à videomarketing.québec. Mais sans plus tarder, on peut prendre vos questions, là. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, moi, je n'ai pas vu passer de questions spécifiques maintenant de façon publique. Ceci dit, on sait que les participants peuvent choisir d'envoyer des questions uniquement aux panélistes. Alors, je vous invite peut-être vous-même, messieurs, à regarder de votre côté à ce niveau-là. Moi, j'en avais une pour vous notamment. Je sais qu'il y a eu, on mentionnait les différents types de plateformes traditionnelles. On mentionnait Facebook, Zoom et ainsi de suite. Là, je mélange à la fois celle de captation et celle de diffusion. À votre connaissance, est-ce que les gens continuent à tenter de développer des outils pour pouvoir justement, des outils soit de captation de vidéo ou de diffusion pour pouvoir, ou des bridges pour pouvoir, au niveau technologique, continuer à, je dirais, prendre l'essor de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on a un pressentiment qu'il va y avoir du nouveau normal là, lié à la diffusion web, les webconférences, et que les gens vont chercher à avoir quelque chose de plus expérientiel, comme vous l'avez bien mentionné, afin de pouvoir justement là, soit eux-mêmes continuer au niveau des services ou pour faire la promotion marketing de leurs propres expertises. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, effectivement, les applications et les approches poussent à vitesse grand V. On en voit de plus en plus. On fait des recherches, un mois plus tard, on en trouve des nouvelles. Je vous donne un exemple. Il y a maintenant la possibilité de présenter une galerie d'art virtuelle. Alors, de montrer ces œuvres dans un musée virtuel. Alors, tu places directement tes tableaux et tout ça. Alors, des applications comme ça en mode virtuel, là, de plus en plus d'applications s'offrent sur le marché. Il faut faire des recherches. On peut inventer, on peut travailler avec des informaticiens, mais je crois qu'il y a vraiment des recherches à faire parce qu'il y a plein d'applications disponibles. On regarde aussi beaucoup de plateformes d'animation pour un peu être un peu un style de podcast, mais en live. Alors, il y a plein d'éléments là, qui sont en train de se dessiner. Il faut vraiment être à l'affût là, pour trouver la meilleure stratégie et la meilleure application. Mais oui, c'est en
plein de développement. Un client me disait, ça fait combien d'années vous faites du marketing virtuel? Je lui ai retourné la question. J'ai dit, est-ce que vous en avez vu beaucoup il y a à peine 6 mois? Là? Alors, non. Alors, tout ça se construit en ce moment à vitesse grand V. J'en profite. Est-ce que Sylvain ou Loïc, vous vouliez compléter votre collègue Jean-François à ce niveau-là? La parole est à vous. Ah ben, c'est pas mal tout dit, mais je pensais juste un exemple comme ça tantôt. Ce matin, j'ai un collègue à moi qui est dans la distribution de produits industriels et normalement, ils sont en show en ce moment. Là. Ils sont en trade show à Toronto et là, ils ont mis un kiosque virtuel. Donc, je pense qu'eux autres ont carrément un logiciel qui a été créé seulement pour eux. Donc, ils ont des visiteurs qui passent virtuellement dans leur kiosque. Là. Donc, on voit aussi que les compagnies s'adaptent puis réagissent assez rapidement pour pouvoir continuer leur activité là, commerciale. Là. Fait que ça va être une tendance qui n'arrêtera pas, je pense. Je comprends bien. En ce qui me concerne, j'ai des clients qui m'appellent aujourd'hui qui sont un petit peu embêtés parce que justement, je vous ai montré l'exemple de cette galerie-là dans le Vieux-Montréal. Il se trouve qu'on ne travaille pas juste avec cette galerie d'art, mais on travaille aussi avec le marché Bon Secours et puis tous les clients, toutes les galeries, les magasins du marché Bon Secours. Aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile parce que leur clientèle, c'est des touristes. Alors, on s'entend que les touristes aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et deuxièmement, la population locale qui pourrait venir ne peut pas venir parce que dans le Vieux-Montréal, je ne sais pas si vous y avez été récemment, mais c'est impossible de circuler, c'est impossible de se garer. Toutes les voies sont bloquées. C'est l'enfer. Donc, j'y ai habité 3 ans, je peux confirmer. Ben c'est ça. En ce moment, ces commerçants-là, ils vivent une double peine. Ils n'ont pas les clients et ils n'ont pas leurs touristes et puis leur clientèle locale, elle n'a pas accès. Donc, il y en a qui m'appellent et qui me disent « Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les clients ?» Alors, on essaie de développer des prospects qualifiés, des leads qualifiés, grâce à tout ce que Jean-François a pu mentionner tantôt. Comme ça, on peut avoir une liste de prospects avec qui on peut communiquer directement. Et ensuite, on peut, évidemment, grâce à la visite virtuelle, les amener à l'intérieur du magasin, mais aussi, on peut après faire des lives de Facebook qui peuvent être faits soit avec un professionnel de la captation, soit même avec le téléphone. Quand on reçoit un coup de fil, par exemple, justement, j'ai vu que vous aviez tel type de produits de sirop d'érable ou tel type de produits d'art autochtone. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez? Parce que justement, moi, je cherche tel ou tel type de produit. Montrez-moi ce que vous avez. Donc, le commerçant, il prend son téléphone, il va lui montrer, il va lui dire, voilà ce que j'ai. Ce truc-là, c'est de l'art autochtone. Il y en a peut-être 3 copies qui ont été faites. Ça vient de telle ou telle tribus de Premières Nations, etc. Donc, ça permet un petit peu de faire quand même rentrer les clients à l'intérieur du magasin, sachant que chacun a sa liste de prospects qualifiés qui a soit été construite au fil du temps, soit est mise en place grâce aux différents moyens que Jean-François a mentionnés avant. J'ai un complément par rapport à ça, puis je sais qu'on m'avait déjà posé une question. Avec tout ce e-marketing qui est en train de se développer, est-ce qu'on n'est pas en train d'ici, l'objectif était au début d'amener une expérience en boutique, d'amener les gens, mais là on est en social distancing, il y a toutes sortes de considérations actuelles et possiblement futures. Est-ce que le e-marketing est en train de se transposer et se traduire en e-commerce et donc que les gens qui souhaitaient plutôt accueillir des clients en boutique vont plutôt faire leur vente, mais de façon électronique et sont-ils équipés? Est-ce que cette deuxième étape qui pourrait venir, à savoir pouvoir emballer et acheminer la marchandise, que ce soit une toile, que ce soit du sirop d'érable, est-ce qu'il est possible par la suite? Et ces entreprises-là qui ne s'y attendaient pas, seront-elles prêtes à la possible prochaine étape de commercialisation qui viendrait avec ce e-marketing? On parle d'hybridation depuis tantôt, là. Je pense que quand on est quand on a une place de commerce physique, je veux dire, le commerce physique n'est pas mort. Il existe encore, et même si on ne reçoit pas du monde dans le commerce physique, cet espace-là, ça reste un univers qui a été créé par le commerçant ou qui a été créé par l'entrepreneur.
Et ce truc-là, il reste valable quoi qu'il arrive. C'est pas parce que les gens peuvent pas rentrer que les valeurs qui sont véhiculées par le commerçant ou par l'entrepreneur n'existent plus. Donc, en ce qui me concerne, là, je suis sur une plage jolie avec un petit peu de vent et tout. En réalité, vous êtes dans mon bureau. Il y a un bordel pas possible parce que je viens d'avoir un dégât des eaux. Ça, c'est pas quelque chose que je veux vous montrer. Mais en réalité, donc c'est pour ça qu'en arrière de moi, j'ai mis une jolie petite plage cute. Mais c'est parce que je veux continuer à vous montrer que je reste un professionnel malgré le fait qu'en arrière de moi, c'est un capharnaüm pas possible. Donc, l'expérience qui a été mise en place par l'entrepreneur, elle vaut le coup, elle vaut le détour, elle répond à un besoin réel qui aujourd'hui existe. Donc, on reste vraiment dans l'hybridation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-François, parce que je sais que tu avais quelque chose à dire là-dessus. Moi, je pense que, Caroline, tu as vraiment souligné un bon point. Je pense que les commerçants québécois, on a un grand saut à faire devant nous pour s'organiser pour le e-commerce parce que il faut combattre contre des Amazon. Là. Alors, on a vraiment un grand pas à faire. Là, on vient de recevoir un petit coup de pied dans le derrière pour s'organiser et puis on n'a comme plus le choix. Là. On n'avait pas le choix, mais on ne s'en rendait pas compte. Là, je pense que ça nous a vraiment réveillés et c'est pour ça que les entreprises doivent absolument prendre du temps pour s'organiser. Alors, oui, se présenter, oui, interagir, mais par la suite, il faut livrer aussi. Alors, il faut vraiment que les entreprises québécoises vraiment se structurent, se fassent aider, elles voient des entreprises spécialisées pour pouvoir organiser tout le processus. Alors, de la recherche de clients à la présentation, mais à la livraison également. Alors, c'est tout un défi là, qui nous attend au Québec. Exact. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises se sont fait prendre un peu de cours, évidemment, là, avec ce qu'on vit actuellement. Et on l'a vécu, je pense que tout le monde l'a un peu vécu. Tu sais, on commande à gauche, on commande à droite, puis là, on s'aperçoit que certaines entreprises sont pas, tu sais, ils vendent en ligne, entre guillemets, mais sont carrément pas organisées pour faire le suivi, faire la livraison. Tu sais, moi, j'ai attendu des trucs pendant 20 jours. Ça peut marcher dans le premier mois, mais là, dans le contexte qu'on vit, il va falloir faire des ajustements puis mettre en place la technologie là, pour que ça fonctionne un peu mieux parce que là, ça va être plus difficile là, de garder les clients à ce moment-là. Si je comprends bien, effectivement, on a été projeté au Québec, particulièrement à Laval. Je ferai le clin d'œil. À Laval, au niveau statistique, on est reconnu pour avoir per capita la plus grande concentration de commerce dans l'ensemble du Québec. Alors, on est une plateforme, on est un laboratoire vivant pour être capable justement, et ça, c'est le point de vue des commerçants, pour venir tester des nouvelles stratégies. Alors, les grandes chaînes viennent ici à Laval, dans leur boutique lavalloise, tester des stratégies commerciales en expérience présentielle et autres. Ceci dit, je crois que tout ce qui est arrivé au cours des derniers mois a été plus qu'un laboratoire, ça a été peut-être projeter des gens en projet pilote. Alors, pour pouvoir tester, pas le choix, hein, c'était une question de survie dans ce cas-ci, de pouvoir se projeter, d'accélérer peut-être ce commerce électronique-là, mais également de faire connaître à valoir ce qu'on a intra-boutique pour pouvoir créer, l'objectif c'est de survivre, c'est sûr, mais je crois que les gens ont commencé à tester. Vous mentionniez, Jean-François, la question Amazon. Amazon, je crois qu'il y a 2 volets. Il y a le volet vitrine et il y a le volet de distribution également. Et je crois qu'il faut tenir compte, l'entreprise et vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, là, soit que votre entreprise de service, votre commerce ou votre manufacture ou votre industrie, c'est soit une question de vitrine pour la vente elle-même ou c'est pour acheminer la marchandise. Et je crois qu'aux 2 niveaux, que ce soit une visite virtuelle, que ce soit du vidéo marketing pour vos fournisseurs même. Comment est-ce que vous êtes capable de travailler avec vos fournisseurs? Je crois qu'il y a quelque chose qui peut être fait avec du web marketing à ce niveau-là. Et pas juste pour le client final. Ça peut être au niveau des relations avec les fournisseurs, rebâtir les chaînes, même si on cherche à les faire locales de plus en plus en mode développement durable. On le sait que c'est quelque chose qui peut être à considérer. Mais il y a eu effectivement du patching et du projet pilote de dernière minute. Et je crois que progressivement, les gens vont devoir très sérieusement regarder
une option semi-permanente de ce e-commerce-là qui a pris beaucoup de place. Alors, Loïc, je vous le confirme, là, en parlant régulièrement avec les commerçants lavallois, les grands pas qui ont été pris dans les dernières semaines, derniers mois sont là pour rester. Est-ce qu'ils sont là pour rester autant qu'actuellement? Je ne le sais point. Je pense qu'on va continuer à rester proche à la Chambre de commerce avec les besoins. Mais je serais curieuse de voir. Là, j'ai Jonathan Rail ici qui nous pose une question. Et Jonathan, je vais tenter de vous retrouver ici. Je pense que ça va être préférable pour vous de pouvoir tout simplement la présenter. Je vous invite donc à ouvrir votre micro et nous poser la question, Jonathan. Voilà. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir ouvrir votre micro? Voilà. Bonjour. Bon, j'entends malheureusement pas Jonathan. J'imagine que nos voisins non plus. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vais me permettre de lire la question de Jonathan à ce stade-ci. Est-ce que la vidéo marketing est adaptable à tous les secteurs d'activité? Et malheureusement, Jonathan nous confirme qu'il n'y a pas de micro. Alors, j'aimerais bien savoir y a-t-il des secteurs d'activité pour lesquels ça s'adapte mieux ou d'autres pour lesquels ce n'est pas vraiment encore adaptable? À vous, messieurs, la parole. Alors, effectivement, ça s'adapte à plusieurs champs d'activité. On a donné quelques exemples avec, dans le milieu de l'éducation, mais également dans le milieu du commerce et tout ça, et des services. Oui, c'est vraiment adaptable à tous les secteurs d'activité. De là, l'importance de bien planifier, d'avoir une bonne stratégie, parce qu'on ne se garoche pas à tête baissée. Il faut vraiment bien analyser la chose. Et il faut être créatif et de bien cerner justement les besoins et surtout quel type de client on souhaite rechercher. Et je pense que l'exemple que Caroline parlait aussi, des fois notre client, là, ça peut être nos fournisseurs. Alors, le besoin de communication, il peut être divers, ça peut être aussi à nos employés qu'on souhaite faire une stratégie de marketing vidéo. Alors, il y a vraiment différents secteurs d'activité sur lesquels la stratégie de marketing vidéo peut s'adapter, mais aussi pour différentes approches. Je ne sais pas, Sylvain, si tu voulais ajouter. Hein. Ah oui, tu l'as bien dit, au niveau des employés, on a tendance à penser que vidéo marketing, c'est juste pour vendre des trucs, mais ça peut être hyper performant au niveau de la communication interne là, ou inter-entreprise, même à la rigueur. Je vous donne un exemple. Vous aviez un barbecue annuel avec vos employés, vos 400 employés. Vous ne pouvez pas le faire cette année. Puis dans ce barbecue-là, il y avait justement, c'était la chance de passer des messages aux employés, de motiver les troupes et tout et tout. Bien, tout ça peut se faire par une vidéo qui est conçue là, au préalable et diffusée. Ça peut être même fait en live. Et puis là, je vois que Jonathan nous précise que son entreprise est dans l'événementiel. Alors, évidemment, l'événementiel, c'est carrément une option de faire de la vidéo en direct. Là. Ce que je peux rajouter au commentaire de Sylvain, c'est que grâce à ces outils-là, on a aussi accès à tout un tas de données qui peuvent nous dire la fréquentation de la vidéo, combien de fois elle a été vue, combien de personnes voient la vidéo. Là, je sais qu'ici, on a 13 personnes qui sont en train de participer à cet événement. Pareil pour la visite virtuelle, on sait exactement, on peut savoir aussi où sont situés les gens qui regardent, qui ont accès à l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est, enfin, je veux dire, aujourd'hui, le nerf de la guerre sont les données. Évidemment, si vous êtes un salon de coiffure, savoir qu'il y a des gens à Taïwan qui ont vu votre salon de coiffure, ça ne vous intéresse pas. Ce qui est important, c'est de connaître peut-être les 600, 700 clients potentiels qui sont autour de chez vous. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc, pareil pour l'événementiel, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller chercher les prospects qualifiés, les leads potentiels, pour vraiment avoir on va dire, un propos qui est précis et qui parle à la bonne personne au bon moment, parce que c'est ça qui est important. Et les outils qu'on développe en ce moment sont utiles à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup de données qui peuvent nous retenir ensuite.
Alors moi, j'inviterais Jonathan, là, si tu as envie de communiquer avec nous, là, pour qu'on puisse poursuivre cette discussion-là ensemble. Là, ça nous fera plaisir. Là. Je t'invite à aller sur notre site Internet, le videomarketing.québec, et de communiquer avec nous. Là, on pourra compléter l'échange. Ça nous fera plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que notre 11h moins 1 arrive. Alors, on arrive à la fin de la période qu'on avait prévue. Merci à tous d'avoir été présents. Surtout, merci Sylvain, Jean-François et Loïc. Je fais le tour comme ça sur l'écran. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, comme vous le savez, l'enregistrement est fait, sera donc disponible pour ceux qui souhaitent se remémorer certains éléments. Mais surtout, je crois que l'invitation est lancée à ne pas hésiter à revoir vos propres outils, votre propre approche au marketing web, sachant très bien que vous avez accès à des expertises qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Alors, chers entrepreneurs lavallois, on vous passe la balle et puis c'est à vous de jouer avec tout ça. Merci encore à nos conférenciers de la journée et puis bonne fin de journée tout le monde. Merci. Au revoir.